Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale aujourd'hui, Sagesse bouddhiste, tournée aux côtés de Mathieu Ricard, moine bouddhiste, qui nous reçoit ici en Dordogne. Pour quelle raison, Mathieu? La Dordogne, c'est à peu près le seul point de chute en France. C'est là où résident les fils de mon maître Kangyo Rinpoché, qui sont aussi mes propres maîtres, tous mes amis spirituels, et ainsi que ma chère mère. Donc c'est un peu une attache que vous avez ici en France? Oui, en dehors du Népal et de l'Orient, c'est l'endroit où je réside quand je viens en France. Et vous avez choisi de nous accueillir ici à l'occasion de la sortie de vos mémoires intitulées Carnet d'un moine errant, qui raconte votre extraordinaire itinéraire géographique et spirituel à travers vos rencontres avec vos maîtres, ce dont il va être question aujourd'hui dans notre émission. Et puis la semaine prochaine, tellement votre parcours est riche, on se retrouvera pour une autre partie. Avec plaisir. À tout de suite. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous êtes moine du bouddhisme tibétain. Le grand public vous connaît pour vos photos somptueuses de paysages à couper le souffle et aussi pour votre action humanitaire et aussi votre engagement, par exemple, en faveur de la cause animale. Vous êtes aussi traducteur de très nombreux textes et d'enseignements du bouddhisme tibétain. Et puis, vous avez été l'interprète de grands maîtres, des vôtres en particulier, des maîtres auxquels vous rendez hommage dans votre livre de mémoire, Carnet d'un moine errant. Comment, avant tout, avez-vous découvert finalement le bouddhisme alors que vous étiez finalement en fin d'études à Paris? Oui, alors effectivement, ma mère, Yann Le Toumelin, et mon oncle, le navigateur Jacques-Yves Le Toumelin, étaient férus de spiritualité. Donc j'ai un peu grandi dans la lecture de toutes sortes de textes appartenant à toutes les traditions, depuis la philokalie du cœur des premiers chrétiens jusqu'au Vedanta, le soufisme, etc. Il y avait peu de textes sur le bouddhisme à l'époque, à part la vie de Milarepa de Jacques Bacot, le dicte de Padma, la vie de Padmasambhava. Et puis, lorsque j'ai eu 20 ans, j'ai vu en cours de montage les documentaires d'Arnaud Desjardins, c'était un ami de ma famille, sur tous les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise dans les versants indiens de l'Himalaya. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais là, il y a 20 Socrates, 20 Saint François d'Assise, vivant aujourd'hui, j'y vais. Et je suis donc parti à la découverte à Darjeeling, et là où j'ai rencontré donc Kangyo Rinpoché, dont Arnaud Desjardins et un autre ami, Frédéric Leboyer, m'avaient dit c'est le maître qui nous a le plus impressionné. Et donc je suis allé au pied de Kangyo Rinpoché. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous l'avez rencontré? Alors évidemment, je débarquais comme ça à Darjeeling, après un long voyage en train en Inde de 2 jours et 3 nuits. Et puis j'arrive dans cette petite cabane, un peu en dehors de Darjeeling, une petite cabane en bois où il était avec son épouse, son fils aîné, et il y avait un vieux lama qui copiait des textes. Et c'était une atmosphère d'une sérénité parfaite. Il était assis là, adossé à une fenêtre, avec le Kanchenjunga, une montagne de 8000 mètres derrière lui. Et brusquement, j'avais devant moi, je ne sentais pas intellectuellement, mais j'avais le sentiment que c'était l'exemple parfait de ce que peut être la perfection humaine. Donc je me suis assis, j'étais là tranquillement pendant quelques semaines, j'essayais un peu de mêler mon esprit confus, limité à l'immense espace de sa sagesse et de sa compassion. C'était simplement m'imprégner de sa présence. Mais pour situer ça, ça peut paraître un peu exotique. Jusqu'alors, si vous voulez, j'ai eu la chance, un peu grâce à mon père Jean-François Revel, philosophe, de rencontrer toutes sortes d'écrivains, de philosophes, d'intellectuels parisiens. Ma mère, Yann Le Toumelin, qui a aujourd'hui 98 ans, est une artiste. Donc, nous côtoyons Pierre Soulages, Georges Mathieu, Zhao Wooki. Mon oncle explorateur fait le tour du monde en solitaire, donc je voyais des explorateurs en tout genre, souvent assez extraordinaires. Moi-même, j'étais musicien, je faisais beaucoup de musique classique. J'ai eu la chance, grâce à une amie, de déjeuner avec Igor Stravinsky quand j'avais 16 ans.
Ensuite, la science, j'avais des scientifiques extraordinaires, la personne de François Jacob qui venait juste de m'accepter dans son laboratoire. Mais si vous voulez, il y avait quelque chose de déconcertant, à savoir que le génie particulier de certaines personnes n'allait pas forcément de pair avec des qualités humaines exceptionnelles. Donc c'était déconcertant. Si on cherche un modèle de vie, on se dit, mais où dois-je tourner mon regard? Et donc quand j'ai rencontré Kangyur Rinpoché, après avoir vu ces films, je me suis dit, là, voilà, je ne connaissais pas grand-chose au bouddhisme, c'était pas ça qui m'intéressait, mais je me suis dit, si je peux devenir ne serait-ce qu'un centième de ce que cette personne sur le plan humain, ce qu'elle est, à ce moment-là, ça vaudrait vraiment la peine. Et donc voilà ce qui, en fait, m'a inspiré au départ. On sent une très grande émotion à vous lire de cette première rencontre, que vous aviez envie d'être tout près de lui, rester auprès de lui, de ne pas voir le temps qui passe, d'être en communion en fait. Hein. Ben, si vous voulez quelqu'un comme ça, on a envie presque de se fondre en lui, on n'a pas envie de s'en séparer. Alors c'est très difficile de le mettre en mots, parce que tous les mots semblent des superlatifs absolument excessifs, alors qu'en fait, ils sont en fait en deçà de la réalité. On peut parler d'une présence qui est aussi solide qu'une montagne, qui n'est pas, comment dire, troublée par les vents, mais aussi alliée à une bonté qui est comme un soleil rayonnant, une humilité parfaite, quelqu'un qui n'a plus rien à accomplir, tout est présent, qui a tout à donner, une personne éminemment réconfortante. On a l'impression d'avoir beaucoup marché dans la montagne, on arrive à bon port, on pose son fardeau, on pose son bâton, on s'assied et on baigne dans cette bienveillance et cette sagesse. En quelques mots, qui était Kangyur Rinpoché? Kangyur Rinpoché était un maître qui n'avait pas des monastères, qui n'était pas quelqu'un qui avait un rang très élevé. C'était quelqu'un qui avait une réalisation spirituelle acquise, qui avait une très grande dévotion à ses propres maîtres, comme Jedrung Rinpoché, qui a passé 9 ans en retraite solitaire, qui a ensuite parcouru le Tibet en ermite errant, mais c'était aussi donc, un être d'un immense accomplissement. Et donc il avait aussi des enseignements visionnaires, des expériences extrêmement profondes. Il était moine au début, et puis il a eu une épouse qui était aussi une femme absolument extraordinaire, que je considère moi-même comme un maître spirituel, hein, qui s'appelait Jesun Jampachuki. On l'appelait Amala, la mère, qui était d'une bonté absolument, c'est un soleil de bonté. Une famille qui était un exemple parfait de ce que peut être aussi une famille harmonieuse. Et donc, si vous voulez, il s'appelait Kangyur Rinpoché. Ce nom, le Kangyur, c'est en fait tous les canons bouddhistes, le Tripitaka traduit en tibétain. Et pourquoi a-t-il eu ce nom ou ce surnom? C'est parce qu'il a donné la transmission des 103 volumes de Kangyur 13 fois dans sa vie, et il les a lus lui-même 25 fois. Donc on imagine ce que ça peut représenter. Il connaissait parfaitement cela. Et donc il a à la fois erré, et puis en même temps, il a enseigné partout. Et puis quelques années avant l'invasion chinoise, il a eu le pressentiment qu'il fallait quitter le Tibet. Et grâce à cela, il a pu apporter un trésor de textes et de livres. Et puis il s'est établi à Darjeeling, où il a passé le reste de sa vie. Au début, dans ces petites maisons, j'en ai connu 2 ou 3, et puis ses disciples ont proposé de trouver une maison qui a été transformée en temple et en monastère. Autour de cette maison se sont construits des ermitages, et moi-même, j'avais mon petit ermitage de 3 mètres sur 3, dans lequel j'ai passé 7 ans, après avoir décidé, en fin de compte, de m'établir là-bas. Oui, parce que c'est grâce à lui, Kangyur Rinpoché, que vous avez modifié le cours de votre vie, finalement. Alors donc, après l'avoir rencontré, j'ai été accepté par François Jacob, donc prix Nobel de médecine, le laboratoire de Jacob et Jacques Monod, à l'Institut Pasteur. Et donc, j'ai eu la chance de faire ma thèse sous François Jacob, qui m'a appris le goût de la rigueur scientifique. Ça, c'est quelque chose qui m'est resté. C'est ce que je lui dois beaucoup pour ça. Mais donc, j'étais revenu si vous voulez, sur le moment en Inde, je me rendais pas compte de l'importance de cette rencontre à vue. C'était tellement déroutant, nouveau. Mais lorsque je suis rentré en France, je me suis rendu compte du changement incroyable que ça avait amené. Brusquement, j'avais le sens d'une direction. Au début, je savais ce que je voulais pas que ma vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, mais je ne savais pas ce que je voulais vraiment qu'elle soit.
Et là, brusquement, j'avais le sens d'une direction. Donc, malgré tout, à 20 ans, ça aurait été un peu prématuré de tout claquer. D'ailleurs, mon maître, Kanjuro Rinpoché, m'a dit que quand je lui ai demandé conseil, il m'a dit, parce que j'avais dit que j'avais entrepris quelque chose, un travail de recherche, il m'a dit, termine ce que tu fais, et après, si tu souhaites, tu peux venir. Donc, pendant 6 ans, j'ai fait 7 allers-retours, et à chaque fois, ce lien s'approfondissait. Lorsque j'étais à Darjeeling, j'oubliais un petit peu, presque complètement l'Institut Pasteur. Lorsque j'étais à Pasteur, mon esprit s'envolait toujours vers mon maître. Donc, quand j'ai passé ma thèse, publié les papiers, rempli mon contrat, disons, vis-à-vis de mes parents, mon père qui m'avait éduqué, mon patron qui m'avait soutenu, je vais aller faire un postdoc aux États-Unis. J'ai dit à François Jacob, mon postdoc, je le fais dans l'Himalaya, je m'en vais. Et donc là, je suis parti pour Darjeeling en fin 72. J'ai vécu auprès de Kanjuro Rinpoché les 2 dernières années de sa vie. Et quand il a quitté le monde, je suis resté 5 ans de plus dans mon petit ermitage, enseigné par son fils, Pema Wangyal Rinpoché, qui maintenant est l'âme avec son frère Jimé Khyentse Rinpoché de ce centre ici en Dordogne. Et donc, il a guidé mes retraites. Et voilà, sur le fil du temps, j'ai dû passer 5 années en retraite solitaire par petits bouts. Et au bout de 7 ans, sans revenir en France, j'ai été pris dans les mains de Diego Khyentse Rinpoché, qui a recueilli en fait la plupart des disciples, un peu comme une succession. Ils étaient très proches. Lui et Dudjom Rinpoché étaient très proches de Kanjuro Rinpoché. Ils échangeaient des enseignements. Et donc tout naturellement, nous sommes devenus disciples de ces 2 grands maîtres. Et puis moi, j'ai eu la grande chance que Khyentse Rinpoché, alors que beaucoup de mes amis allaient commencer une retraite de 3 ans ici en Dordogne, et il m'a dit, pendant que je suis en vie, reste auprès de moi. Et là, j'ai passé 10 années au Bhoutan, partout où il allait, 3 voyages au Tibet. Et là, j'étais jour et nuit avec lui. Je suis devenu un des proches personnes qui s'occupaient de sa personne. Il était âgé. Donc, je dormais par terre dans sa chambre la nuit, s'il avait besoin de se lever. Il enseignait tout le temps. Donc, il suffisait que je sois là. Je recevais tous les enseignements. Si je voulais recevoir un enseignement particulier, je n'avais qu'à attendre un petit peu, parce que je savais qu'il allait le donner. Et puis, c'était un maître parmi les maîtres. Il était un des maîtres du Dalai Lama. Il n'y avait pratiquement personne à cette époque qui n'ait pas étudié auprès de lui. Donc, c'était une chance inouïe. Oui. Alors, on n'aura pas le temps, bien sûr, de s'arrêter sur chacun de vos maîtres. Quels sont vos liens avec sa sainteté, le Dalai Lama? Alors, très particulier, puisque du fait que Khyentse Rinpoché était l'un de ses maîtres spirituels, ils s'étaient rencontrés au Tibet. Et quand ils se sont réfugiés en Inde, Dalai Lama a demandé à Khyentse Rinpoché de venir pour recevoir des enseignements de lui, de la tradition Nyingmapa. Donc, je l'accompagnais. Et donc, on était dans l'intimité. C'était extraordinaire de voir à quel point ils rivalisaient d'humilité. Lorsque Khyentse Rinpoché arrivait à la maison du Dalai Lama pour lui donner les enseignements pendant la journée, le Dalai Lama se prosternait sur le perron, sur le ciment devant Khyentse Rinpoché, qui essayait de se prosterner, mais comme il était âgé, il ne pouvait pas. Et toute la journée, ils étaient ensemble à recevoir des enseignements. Donc, c'est une relation intime. Ce sera le mot de la fin pour cette première partie d'émission, avec donc toutes ces histoires que vous racontez dans votre livre. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette évocation de vos mémoires. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres. Tout d'abord, bien sûr, de Mathieu Ricard, Carnet d'un moine errant. Mémoires, chez Alary Éditions. Il s'agit donc des mémoires de notre invité, depuis son choix de se consacrer au Dharma auprès de son maître jusqu'à ses innombrables engagements humanitaires. C'est un livre très fort qui dit tout de cet infatigable cheminement géographique et spirituel où l'on découvre de nombreuses facettes de l'action de Mathieu Ricard. Un demi-siècle dans l'Himalaya, édition de La Martinière, un livre magnifique rassemblant les photos et les textes de Mathieu Ricard. C'est le compagnon en images des mémoires qui viennent de sortir. Et puis, Au cœur de la compassion de Dilgo Khyentse Rinpoché, il s'agit des commentaires d'un des plus grands maîtres contemporains du bouddhisme tibétain dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Il commente les 37 stances sur la pratique des bodhisattvas écrites au Tibet au XIVe siècle sur l'amour et la compassion. Voilà, l'émission s'achève. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette première partie d'émission en replay sur France TV durant tout un mois. À la semaine prochaine pour la suite. Très heureux dimanche. Merci.